attend que tout le monde rejoigne la session. Je crois que je vais poursuivre parce que le temps il presse. Donc, on a dit que qu'est-ce qui se passe en présence d'une voie accessoire sur l'électrocardiogramme de surface. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une dépolarisation qui va naître normalement. On attend tout le monde. Parce que Alors, lorsqu'on a une voie accessoire de conduction, c'est-à-dire que cette voie accessoire, elle va conduire de la même façon, donc les oreillettes directement vers les ventricules, les impulsions qui naissent à partir des oreillettes. Alors, on a dit que ces voies accessoires de conduction, ils conduisent l'influx électrique de façon plus rapide que la jonction auriculo, que les voies nodoïciennes normales. Alors, sur l'électrocardiogramme de surface, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une onde P sinusale normale, qui est la conséquence de la dépolarisation des deux oreillettes. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un empattement du pied du QRS. Donc, c'est ce qu'on appelle la préexcitation ventriculaire ou l'onde delta de préexcitation ventriculaire, qui est la conséquence de cette conduction rapide de la dépolarisation des oreillettes vers les ventricules par cette voie accessoire. Donc, on va avoir les QRS et l'onde T. Alors, sur l'électrocardiogramme de surface, la présence d'une voie accessoire, on récapitule, elle va se traduire par cet empattement, on l'appelle du pied du QRS normal, on l'appelle aussi onde delta, et en même temps, on va avoir un raccourcissement de l'espace PR. Pourquoi? Parce que cette voie de conduction, elle court-circuite en fait les voies de conduction nodoïciennes normales. Alors, regardez ici,
Ça, c'est un électrocardiogramme d'un patient qui a une voie accessoire de conduction. Et regardez ici, qu'est-ce qu'on devine? Et on devine que le PR, il est court. Et il est court pourquoi? Parce que le QRS, le pied du QRS ici, il est empâté. Il y a une présence d'une onde d'état, on l'appelle l'onde d'état de préexcitation ventriculaire. D'accord? Ce monsieur, donc, il est en rythme sinusal, mais l'électrocardiogramme, il montre la présence d'une voie patente accessoire de conduction. Alors, chez ces patients qui ont des voies accessoires, il se peut parfois donc qu'une extrasystole, elle déclenche un phénomène de réentrée, on l'appelle un phénomène de réentrée auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire un circuit ininterrompu entre la voie accessoire et les voies nodoïciennes normales. Donc, ça entraîne ce qu'on appelle des tachycardies jonctionnelles par réentrée auriculo-ventriculaire. Question, empattement du pied de QRS ou de l'onde de Q. Je n'ai pas très bien entendu. On l'appelle le pied de QRS, oui. C'est l'onde Q ou le pied de QRS, oui. C'est la partie initiale du QRS. Alors, on a ces voies accessoires, ils peuvent être à l'origine de ce qu'on appelle les tachycardies par réentrée auriculo-ventriculaire. Et c'est une forme particulière de tachycardie jonctionnelle. Alors, ces tachycardies par réentrée auriculo-ventriculaire par l'intermédiaire de la vague accessoire, ils vont avoir un aspect de tachycardie régulière et un complexe généralement, je dis bien généralement, fin. Pourquoi? Parce que généralement, l'impulsion, elle descend par les voies normales, elle dépolarise de façon synchrone les deux ventricules, ensuite elle remonte par la voie accessoire et un nouveau circuit, il va prendre naissance. Alors, on a dit les tachycardies jonctionnelles par réentrée auriculo-ventriculaire sont généralement des tachycardies régulières à complexe QRS fin. On les appelle généralement des tachycardies jonctionnelles orthodromiques. Pourquoi orthodromiques? Parce qu'elles descendent par les voies nodoïciennes normales et remontent par la voie accessoire. Dans ce cas, les deux ventricules se dépolarisent de façon synchrone. D'accord? Alors, il y a un cas particulier des tachycardies jonctionnelles par réentrée auriculo-ventriculaire, c'est les tachycardies jonctionnelles, on les appelle antidromiques. Antidromique, c'est-à-dire exactement l'inverse de l'orthodromique, c'est-à-dire que la dépolarisation, elle va descendre par la voie accessoire et elle va remonter par les voies de conduction normales. Dans ce cas, la dépolarisation des deux ventricules, elle va se faire l'une après l'autre, c'est-à-dire pas de façon synchrone. Donc, les QRS, ils vont être larges. Donc, un cas particulier de tachycardie supraventriculaire à complexe QRS large, c'est les tachycardies jonctionnelles par réentrée auriculo-ventriculaire, on les appelle antidromiques. Ce n'est pas le cas le plus fréquent, mais c'est un cas particulier. D'accord? C'est clair? Il y a des questions ici? Ça se complique un peu. Il y a des questions? C'est clair, très bien. C'est clair, très bien. Donc, on a dit que les tachycardies jonctionnelles, on a deux types. Les tachycardies par réentrée intranodale, on va les voir, et les tachycardies par réentrée auriculo-ventriculaire par l'intermédiaire d'une voie accessoire de conduction ou préexcitation ou le syndrome de Wolff-Parkinson-White. D'accord? On a vu ce type de tachycardie par réentrée auriculo-ventriculaire sur voie accessoire. Donc, on peut avoir les orthodromiques à QRS fin ou les antidromiques à QRS large. Alors, les tachycardies par réentrée intranodale. Alors, la tachycardie par réentrée intranodale, c'est une réentrée à l'intérieur du nœud auriculo-ventriculaire. Elle survient généralement chez des patients qui ont ce qu'on appelle une dualité nodale.
dualité nodale, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur du nœud oculoventriculaire des voies rapides alpha qui conduisent rapidement l'influx et des voies lentes bêta qui conduisent de façon assez ralentie l'influx ou l'impulsion qui naît des oreillettes. Alors ça, c'est en rythme sinusal les patients qui ont une dualité nodale. Il se peut parfois que une extrasystole qui venait au niveau des oreillettes, elle va dépolariser le nœud auriculoventriculaire. Cette extrasystole, elle peut être précoce et elle survient lorsque la voie alpha est encore en période réfractaire. D'accord? Alors que la voie bêta n'est pas encore entrée dans sa période réfractaire. Dans ce cas, donc la voie alpha elle va être bloquée et c'est la voie bêta qui va conduire l'impulsion électrique. Alors parfois il survient que l'extrasystole elle atteint la voie alpha alors qu'elle est sortie de sa période réfractaire et la voie bêta donc elle atteint la voie alpha alors qu'elle est en période réfractaire et la voie bêta qu'elle est sortie de sa période réfractaire. Donc, elle va être conduite par la voie bêta et lorsqu'elle arrive à ce niveau-là, elle retrouve cette voie alpha qui est ressortie de sa période réfractaire. Donc, elle va conduire de nouveau l'impulsion. Qu'est-ce qui se produit? Il se produit un phénomène ici de réentrée à l'intérieur du nœud auriculoventriculaire avec un passage intermittent vers les ventricules. Ça donne ce qu'on appelle les tachycardies jonctionnelles par réentrée intranodale. C'est des tachycardies régulières à complexe QRS fin. Pourquoi fin? Parce que ça suit les voies de conduction auriculoventriculaire normale. Donc, il s'agit d'une tachycardie régulière à complexe fin. Alors, la fréquence est généralement plus rapide que celle de la tachycardie atriale et du flotteur auriculaire. Elle se fait généralement autour de 180 par minute. C'est des tachycardies qui sont relativement rapides. Alors, l'activité auriculaire, elle est généralement rétrograde à partir du nœud auriculoventriculaire. Elle est généralement cachée par celle des ventricules, c'est-à-dire par les complexes QRS, mais parfois, elle peut se voir, cette entrée rétrograde, après la naissance, après l'apparition du complexe QRS. Elle est rétrograde comme les extrasystoles jonctionnelles, donc elle est obligatoirement négative en D2, D3 et AVF. Alors, regardez ici, ça c'est quoi? Alors, c'est clair ici. Donc, on va avoir... C'est clair? Donc, je récapitule. Les tachycardies jonctionnelles, c'est un type particulier de tachycardie qui englobe la jonction auriculoventriculaire. On peut avoir deux types, les tachycardies par réentrée intranodale, typiques ou atypiques. Donc, c'est à l'intérieur, c'est une réentrée à l'intérieur du nœud auriculoventriculaire. Et les tachycardies par réentrée auriculoventriculaire par l'intermédiaire d'une voie accessoire de conduction. C'est ce qu'on appelle aussi la préexcitation ou le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Alors, en cas de Wolff-Parkinson-White, on a un faisceau accessoire qui conduit de façon rapide l'impulsion directement des oreillettes vers le ventricule. Sur l'électrocardiogramme de surface, ça se traduit par un espace PR court, un empattement du pied du QRS avec une onde delta. Alors, regardez ici, donc ça c'est le QRS avec l'empattement du pied, donc l'onde delta avec l'espace PR qui est court. D'accord? Les tachycardies par réentrée auriculoventriculaire sont généralement orthodromiques avec des QRS fins. Dans 10% des cas, ils peuvent être antidromiques avec des QRS qui sont larges. Alors, le deuxième cas de type de tachycardie jonctionnelle, c'est des tachycardies jonctionnelles par réentrée intranodale et c'est par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la dualité nodale. Donc, les tachycardies jonctionnelles sont des tachycardies régulières complexe QRS fin, fréquence autour de 180 par minute. L'activité auriculaire est généralement cachée par celle des ventricules, parfois elle se voit après le QRS. Elle est rétrograde, donc négative en inférieur. Et il y a des questions? Bon. La réentrée interne, c'est la même chose que la maladie de Bouvray. Oui, c'est ça.
C'est exact. C'est une ancienne appellation, la maladie de Bouvray. C'est une ancienne appellation. Actuellement, on parle de tachycardie par réentrée intranodale. Oui. Il y a des questions? Vous avez tout compris? Aucune question? Ah, la réentrée intranodale, je vais répéter, d'accord. Alors, la réentrée intranodale, ça survient, on a dit que chez des patients, chez des êtres qui ont une DLT de conduction à l'intérieur du nœud auriculoventriculaire, c'est-à-dire qu'ils ont deux types de fibres. Des fibres alpha qui conduisent rapidement l'influx et des voies lentes bêta qui conduisent avec l'influx avec retard. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une extrasystole auriculaire survient au niveau des oreillettes? Donc, cette extrasystole auriculaire, elle est ectopique et elle est prématurée. Donc, elle va atteindre la voie alpha alors qu'elle est en période réfractaire. Mais la voie bêta, elle est lente, elle n'est pas encore en période réfractaire. Donc, elle va conduire l'impulsion électrique. D'accord? C'est la voie bêta qui va conduire l'influx électrique. Alors, parfois, donc, la voie bêta, donc lorsqu'elle conduit l'influx électrique ici vers les ventricules, elle surprend ici la voie alpha alors qu'elle est sortie de sa période réfractaire. Qu'est-ce qui se produit? Cette voie bêta, elle va transmettre l'influx vers les ventricules, mais en même temps vers la voie alpha. Et qu'est-ce qui se produit ici? Une sorte de réentrée à l'intérieur du nœud auriculoventriculaire avec passage concomitant vers les ventricules. Qu'est-ce que ça donne? La tachycardie par réentrée intranodale. D'accord? Il y a une autre question? Alors, il y a un algorithme, pourquoi QRS large en antidromique? Pourquoi QRS large en antidromique? Alors, pourquoi QRS large en antidromique? Pourquoi? Parce que on a vu en orthodromique, donc en orthodromique, l'influx qui naît des oreillettes, il va descendre par les voies nodoïciennes normales, c'est-à-dire nœud AV, tronc du faisceau de Higgs, branche de division, c'est-à-dire que les deux ventricules vont se dépolariser de façon synchrone. Et ils remontent l'influx par la voie accessoire. Dans l'antidromique, qui est un cas plus rare, beaucoup plus rare, donc la conduction, elle va se faire des oreillettes vers les ventricules par la voie accessoire. Donc, elle va dépolariser le ventricule ici droit, ensuite le ventricule gauche de façon retardée. Donc, les QRS, ils vont être larges. Elle va remonter par la jonction, les voies nodoïciennes normales. Les tachycardies sont-elles asymptomatiques comme les tachycardies sinusales? Donc, je n'ai pas dit que les tachycardies sinusales sont asymptomatiques. Les tachycardies sinusales sont généralement de causes secondaires. D'accord? À l'ETJ, généralement, les tachycardies jonctionnelles, ils sont très rapides et ça entraîne une sensation de palpitation, généralement. D'accord? D'autres questions? Alors, il y a un schéma très intéressant. Je vais vous montrer ça. Donc, il y a un algorithme pour distinguer les différents types de tachycardie. Alors, devant toute tachycardie, il faut avant tout, la première chose à analyser, c'est quoi? C'est la régularité. Est-ce qu'il s'agit d'une tachycardie régulière ou irrégulière? Une tachycardie irrégulière, premier diagnostic, c'est quoi? Par ordre de fréquence, c'est la fibrillation auriculaire. Donc, c'est une tachycardie irrégulière d'origine supraventriculaire. Absence d'onde P remplacée par des ondes F de fibrillation auriculaire à très haute fréquence. Alors, l'autre diagnostic des tachycardies irrégulières, c'est les tachycardies supraventriculaires, mais avec des
conduction auriculo-ventriculaire qui est variable. On a vu que le flotteur et la tachycardie atriale, ils peuvent être à conduction variable et on va avoir dans ce cas une tachycardie irrégulière. Alors, le deuxième critère qu'il faut rechercher, c'est la régularité. Donc, une tachycardie irrégulière, une fois que la tachycardie elle est régulière, il faut voir le deuxième critère, c'est quoi? Est-ce que les QRS ils sont larges ou ils sont fins? Lorsqu'ils sont fins, il s'agit d'une tachycardie supraventriculaire. D'accord? Donc, dans ce cas, dans la tachycardie sinusale, on va avoir des ondes P sinusales normales. Dans le flotteur, on va avoir les ondes F de flotteur auriculaire avec un aspect en dents de scie qui ont une fréquence à 300 par minute et qui sont généralement conduites au ventricule en 2 pour 1, donc une fréquence ventriculaire à 150. La tachysystolie auriculaire, avec des ondes P' rétrogrades généralement négatives, avec une conduction 2 pour 1, elle a une tachycardie jonctionnelle qui est beaucoup plus rapide, avec 180 ou plus de fréquence, une activité auriculaire qui peut être masquée par les QRS ou bien rétrograde après les QRS. Alors, lorsque les QRS le large, on va le voir la séance prochaine. Demain, normalement, je vous envoie aujourd'hui les liens pour les différentes réunions. Les QRS larges, premier diagnostic, c'est la tachycardie ventriculaire, mais il y a des diagnostics différentiels. Le dogme, toute tachycardie régulière à complexe QRS large est une tachycardie ventriculaire. Mais il y a des cas particuliers. Quels sont ces cas particuliers? On a vu déjà un ce jour. C'est les tachycardies jonctionnelles avec antidromique. D'accord? C'est les tachycardies jonctionnelles antidromiques. Parfois, on peut avoir une tachycardie supraventriculaire, mais avec un bloc de branche, ce qu'on appelle permanent ou fonctionnel. D'accord? C'est des patients qui ont, à l'état de base, un bloc de branche droit ou gauche. Et lorsqu'ils se mettent en tachycardie supraventriculaire, les QRS, ils vont être, bien sûr, larges. Donc ça, c'est un algorithme à apprendre et à connaître devant toute analyse d'un électrocardiogramme ou de tachycardie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? D'accord, très bien. Alors, une extrasystole ventriculaire interpolée, c'est une extrasystole, c'est un cas particulier d'extrasystole ventriculaire. On a dit que les extrasystoles ventriculaires, généralement, dans la grande majorité des cas, ils sont suivis par un pot exactement compensateur. Je m'en ai le pot compensateur, R, R', R' est exactement égal au double de l'espace RR normal. Une extrasystole ventriculaire interpolée, c'est une extrasystole ventriculaire qui survient mais sans repos compensateur. Et ça a une explication physiopathologique assez complexe. On ne va pas l'aborder aujourd'hui. D'accord? Alors, la prochaine réunion, normalement, ce sera demain. Hein. Je vous envoie cette nuit les liens vers les différentes réunions. Ce sera normalement 11 heures et on va terminer donc la séance des troubles du rythme. On va s'intéresser aux troubles du rythme ventriculaire et on va aussi s'intéresser à l'électrocardiogramme de l'ischémie myocardique et on va peut-être donc discuter à propos de quelques électrocardiogrammes. Alors la semaine prochaine, normalement à partir de lundi, on va essayer donc de faire quelques enseignements intégrés, notamment les douleurs thoraciques, les syndromes coronariens aigus. Alors les diapositives, oui, vous pouvez les avoir, mais je ne sais pas comment les partager ici. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Par email, d'accord, 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 d'accord. Je vais essayer de transmettre ça par. Ah, je vais les mettre. D'accord, d'accord, très bien.
Par mail ou sur la plateforme. OK. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier au cours de la semaine prochaine? Je coupe. Bon, valvulopathie. On pourra faire ça. Oui, mais c'est très lent, les valvulopathies, hein. Il faut choisir une ou deux qui sont un peu floues. Alors, l'échographie, pour l'échographie, ça ne fait pas vraiment partie de vos objectifs en troisième année, d'accord? L'échographie, il faut connaître que c'est le diagnostic positif du principal valvulopathie. Les cas cliniques, restez plus, restez moins. D'accord, on va faire ça la semaine prochaine, oui. Les cas cliniques, pourriez-vous nous faire un résumé, un corrigé, c'est-à-dire cas clinique de quoi? Oui, on verra ce qu'on pourrait faire. Non, non, non. Normalement, ce rattrapage, ça concerne essentiellement les objectifs de stage, d'accord? On va essayer de se concentrer sur le stage. On va essayer de se concentrer sur les stages